30 ans d'histoire, c'est aussi 30 ans d'évolution de notre territoire. Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos villes, on voit bien qu'on est rentré dans une phase assez opérationnelle, notamment sur la question des mobilités, des transports, avec la 14, avec la 15, et avec des projets qui sont aujourd'hui en phase d'opérationnalité, mais surtout, le contexte économique, social du territoire a profondément changé. Et nous le vivons, nous, en tant que maires, bien sûr, et élus de nos territoires, avec des problématiques socio-économiques qui ont énormément évolué, avec peut-être aussi l'effet des crises, notamment la crise du Covid. Et donc, nous avons pensé qu'il était important, avec le regard de Daniel Béard, de regarder le territoire à l'aune de ce que sont ces problématiques aujourd'hui, pour être en capacité, nous les élus, de nous dire finalement les enjeux pour demain, c'est quoi et dans quelle mesure on doit réinterroger, revisiter et comment on fait pour se projeter dans l'avenir. On vit un moment un peu étrange quand même, nous tous qui sommes, enfin je me mets dedans, acteurs de ces questions métropolitaines depuis plusieurs décennies, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à en parler de la question métropolitaine. On a un peu du mal parce que au moment de la métropolisation, moi j'emploie plutôt métropolisation que métropole, parce que vous voyez, métropolisation, ça raconte l'histoire, la dynamique, plutôt que métropole, savoir si je suis une métropole, si j'en suis pas, si je suis de rang mondial, etc. Moi, je m'en fous un peu. C'est le processus qui m'intéresse. Et donc, la métropolisation, quand on se projette en arrière, pour le coup, dans les années 2000-2010, au moment où on a commencé à parler de Grand Paris, ou reparler de Grand Paris, c'était un peu le moment de la métropolisation triomphante. C'est-à-dire le moment où on était tous en train de se dire, il faut investir parce que le Grand Paris, c'est le moteur de la France, c'est la place de la France dans le monde, ça redistribue à l'échelle nationale, etc. Et donc, on n'a pas hésité, l'État n'a pas hésité à annoncer 30 milliards, à annoncer ce qui est aujourd'hui en train de se réaliser, etc. Sauf que, à 10-15 ans après, on n'est plus du tout dans le même contexte. Aujourd'hui, on parle de transition environnementale, de changement de modèle, d'organisation, de fonctionnement de la vie en société et des territoires. Et à ce moment-là, on voit bien que la question des métropoles devient presque un problème. Un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les métropoles et qu'est-ce qu'on fait avec le Grand Paris ? Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la métropolisation triomphante. Regardez comme l'État est discret sur le Grand Paris. Et regardez comment, finalement, on est dans le moment où, je dirais, la question de la métropolisation est complètement discutée, contestée. Dans mon champ à moi, je suis universitaire, à l'université, je ne vous raconte pas le nombre d'ouvrages, de publications qui sortent contre les métropoles. J'ai un de mes collègues maintenant à Lyon, qui était avant mon voisin de bureau à Créteil, qui a sorti un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « Les métropoles barbares ». Voilà, le titre dit tout. Et puis, regardez comment aujourd'hui, dans votre sphère, à vous, les politiques, quel que soit je dirais l'éventail que l'on prenne, c'est plutôt aux 2 extrêmes. Mais la métropole est contestée. C'est pas qu'aux 2 extrêmes. Je vous rappelle les articles récurrents de votre collègue qui est à la fois élu et en même temps chercheur, parce qu'il est en train de faire une thèse de doctorat, Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly-sur-Seine, qui partout dit il faut arrêter les métropoles, c'est le problème, parce que les métropoles seraient par essence non durables. Le procès qui est fait, c'est celui-là, c'est que entre les îlots de chaleur, les congestions, etc., les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, on ne peut plus gérer les métropoles. Et d'où le succès d'un terme que je trouve extraordinaire, sans savoir bien ce qu'il veut dire, le terme qu'on retrouve encore une fois sur l'ensemble du spectre politique, la démétropolisation. Si vous savez ce que ça veut dire, et puis comment on s'y prend pour démétropoliser, vous m'aidez, parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'empêche que vous tapez démétropolisation aujourd'hui et vous allez le trouver partout, ce terme. Donc il y a quand même un problème, et ce problème, il me semble que quand on raisonne l'histoire de la VSB, ce que je rappelais tout à l'heure, la perspective qui a été à l'origine de la VSB fait que vous ne pouvez pas
ne pas vous confronter à cette question-là, me semble-t-il. Et du coup, ce qui me semble être la difficulté, c'est qu'en réalité, quand on fait le procès des métropoles en parlant de démétropolisation, on fait une espèce d'arrêt sur image, sur une image d'Épinal de ce que seraient les métropoles. Ça serait justement ces villes mondialisées dans la concurrence, etc. Un petit peu la caricature de peut-être ce qu'on a laissé dire au moment de la création du Grand Paris, etc. Mais entre-temps, ce que vous disiez, Hélène, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et la Vallée scientifique de la Bièvre en est vraiment une illustration. Et je pense que en réalité, on a changé de régime de métropolisation. On a changé de régime de métropolisation. On est déjà passé à autre chose, à la fois dans les dynamiques territoriales et dans l'action publique. Et c'est un petit peu ça, en quelques minutes, que je voudrais illustrer. Alors, ça va être très bref, mais essayer de vous interpeller sur qu'est-ce qui est en train de changer devant nous et qu'est-ce qui fait que peut-être que ce procès est un procès qui n'a pas lieu d'être, le procès en démétropolisation. Je vais prendre trois sujets très rapides. Les gens, les modes de vie, l'aménagement, la production urbaine, et puis les grandes fonctions métropolitaines, les fonctions économiques. Les gens et les modes de vie. Rappelez-vous comment, il y a 4 ans, au moment de la crise sanitaire, etc., il y a eu cette espèce de rhétorique dans les médias et partout qui a, entre autres, alimenté le discours sur la démétropolisation en disant on va assister à un exode urbain. Les gens vont partir. Bon, je ne sais pas si vous regardez dans la presse, etc., là, depuis quelques mois, les chiffres commencent à sortir. Ils sont pas partis, ils sont pas partis. La pression, elle est toujours là. Le Grand Paris continue à gagner des habitants. On n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Par contre, derrière cette inversion, ce qui s'est pas passé, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que le rapport entre les gens et leur territoire au sein du Grand Paris est en train de complètement, non pas changer, mais se radicaliser. Se radicaliser, c'est-à-dire qu'on assiste à l'amplification d'un mouvement qu'on connaissait déjà, c'est la dissociation radicale entre les lieux de travail et les lieux d'habitat. On le connaît depuis 20-30 ans en Île-de-France. Mais aujourd'hui, c'est complètement amplifié. C'est complètement amplifié parce que c'est les conséquences de la crise sanitaire, c'est les conséquences déjà anticipées de l'amélioration des transports en commun. Beaucoup de gens anticipent sur ce qu'on annonçait tout à l'heure sur la ligne 14, la ligne 15, etc. Et je dirais, c'est les aspirations à en effet se desserrer, choisir son logement sans pour autant être dans la contrainte, parce qu'il y a le télétravail, parce qu'il y a toute une série de choses, être dans la contrainte d'habiter à côté de là où on travaille. Et le résultat, vous le connaissez, c'est que d'un côté, le marché de l'immobilier de bureau est en train de complètement se rétracter. Je vois Jacques Paquet, il y a eu un papier dans le journal du Grand Paris il y a 2 jours, qui montre qu'en gros, l'essentiel aujourd'hui de la production d'immobilier de bureau est revenu sur Paris intramuros. Donc on a une hyperpolarisation du marché de l'immobilier de bureau. Ce qui se passait à l'ouest parisien, ce qui desserrait un peu jusqu'ici, etc., c'est quasiment fini. Et à l'inverse, on a un éclatement de la géographie résidentielle. Sur la vallée scientifique de la Bièvre, il n'y a qu'un quart des habitants de la vallée scientifique qui habitent et qui travaillent sur la vallée. Ce qui ne veut pas dire que l'emploi n'augmente pas, mais l'emploi pas, la courbe de l'emploi, je ne vous ai pas amené de chiffres, mais entre la courbe de l'emploi et la courbe de l'habitat, il n'y a pas photo. Mais surtout, c'est que ce n'est pas les mêmes. Le seul endroit qui est radicalement différent, c'est Paris. Paris est en train, je dirais, de sortir du Grand Paris. Paris, c'est 3/4 des Parisiens qui habitent et travaillent à Paris intramuros. Pour le reste de l'Île-de-France, c'est radicalement l'opposé de ce qui se passe à Paris. Et donc, on est dans une nouvelle configuration du rapport à l'espace des habitants ici, qui est celle de ce que j'appelle, moi, la vie en archipel. On vit en archipel, c'est-à-dire on choisit ses lieux de vie et on multiplie ces lieux de vie. C'est-à-dire, il y a l'endroit où on travaille, il y a l'endroit où on habite, il y a l'endroit où on consomme, il y a l'endroit où on a ses loisirs. Et l'accessibilité améliorée est un puissant moteur de cette vie en archipel. Et ça change beaucoup de choses. Ça change notamment toutes les questions qu'on peut se poser en termes de transition écologique et de transition environnementale. C'est-à-dire que ça pose très clairement la question des mobilités. C'est-à-dire que ce qui fait la vie au sein de l'Île-de-France aujourd'hui, c'est cette vie dans les déplacements.
Alors, encore une fois, parce que justement les transports sont en train de s'améliorer, mais ça pose la question vraiment de l'organisation des mobilités dans le sens de cette durabilité. Ça pose des questions, je dirais, d'égalité sociale devant ce processus. Tout le monde n'a pas les mêmes choix dans la vie en archipel. En même temps, ça donne une espèce de déconnexion, là encore, assez radicale entre, je dirais, les inégalités sociales et les inégalités territoriales. C'est-à-dire que ce qu'on voit assez bien, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui et demain, je dirais, l'amélioration de l'accessibilité à l'emploi, etc., par le réseau de transport, fait que les inégalités sociales se réduisent sur le territoire. C'est-à-dire, les gens de la Seine-Saint-Denis, par exemple, et puis les gens du Val-de-Marne, on voit bien, vont avoir accès à un marché du travail beaucoup plus ouvert qu'avant. Donc, c'est le marché du travail, mais aussi aux aménités à l'université. Moi, je suis enseignant à Marne-la-Vallée. On voit bien comment l'accessibilité à Marne-la-Vallée va complètement changer pour les gens de la Seine-et-Marne, pour les gens de l'Essonne, pas juste les gens qui sont sur le métro, mais les gens qui sont en interconnexion avec le nouveau métro. Donc, ça va réduire les inégalités sociales. Par contre, les inégalités territoriales de richesse vont s'accroître. On voit bien ce que je disais tout à l'heure, l'hyperpolarisation sur Paris, etc., fait que ce qu'on espérait avec le métro ne se réalise pas du tout. L'idée qu'on allait avoir à chaque station de métro, excusez-moi, mais je me rappelle de ça, les contrats de développement des territoriales qui affichaient dans chaque station de métro, on allait avoir des petites défenses, chacun chez soi. Ça, c'est fini, quoi. C'est plus du tout ça qui est en train de se passer. Donc, ça pose la question de la transition écologique, vous voyez, dans un nouveau modèle de fonctionnement de ce territoire. Le deuxième sujet, très rapidement, que je voudrais évoquer, c'est la question de l'habitat et du logement, et de la production urbaine, du coup, de l'aménagement. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qui est là encore la conjonction des effets d'anticipation du métro, avec des mécanismes qui sont des mécanismes législatifs. En gros, c'est la loi Allure et la suppression du coefficient d'occupation des sols. C'est-à-dire, vous connaissez tous dans vos communes. Qu'est-ce qui s'est passé? La densification généralisée de la zone dense. C'est-à-dire, on était tous là en train de dire polarisation autour des quartiers de gare, etc. Les quartiers de gare, ils sont pas plus que le reste. C'est-à-dire, c'est toute la première couronne qui s'est densifiée massivement. Et alors là, la VSB est en première ligne de ce mouvement-là. Il y a ici, et puis le secteur de Paris-Est, Marne-et-Bois, qui sont les deux secteurs de la première couronne qui se sont le plus densifiés, mais de manière complètement généralisée. Et du coup, quand on dit métropole sobre, sobriété foncière, etc., le paradoxe, c'est que dans la tête des gens, je veux dire, c'est que personne n'imagine que l'Île-de-France est la métropole finalement la plus sobre de France. C'est-à-dire que la question de la consommation foncière, bon, alors il y a encore des discussions sur le SDRIF, etc., mais pour moi, c'est anecdotique. C'est-à-dire que c'est déjà fait. C'est-à-dire la métropole francilienne est la métropole la plus sobre de France. On consomme beaucoup moins de foncier qu'ailleurs, mais au prix de ces densifications généralisées. Or, la métropole francilienne est le seul, on parle beaucoup de crise de logement, en France, la crise du logement, elle est pour l'essentiel en Île-de-France. Et donc, du coup, on est devant ce paradoxe où à la fois on est sur une métropole sobre et où en même temps, c'est là qu'il faut produire beaucoup de logements. Et du coup, les réponses classiques en termes de planification urbaine, de non-consommation foncière, etc., sont sans doute plus les réponses complètement adaptées, parce qu'encore une fois, elles sont derrière nous. Du coup, les défis, je dirais, de la transition écologique, c'est peut-être là, pour le coup, penser le Grand Paris comme Paris, si je puis dire. C'est-à-dire que autant du point de vue des modes de vie, Paris est sorti du jeu, à mon avis, est en train de sortir du jeu, autant sur les questions d'aménagement, Paris est exemplaire. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui dans Paris, la façon dont Paris est en train de concevoir son PLU, devrait nous inspirer tous sur la croix, parce qu'on est tous confrontés au même problème. C'est-à-dire que la question, c'est pas de ne pas consommer, la question, c'est comment penser autrement les opérations d'urbanisme. C'est toute cette question quand vous savez, quand dans le PLU de Paris propose de gérer les externalités par rapport aux opérations ou elles-mêmes, c'est-à-dire de trouver des compensations entre les territoires, entre ce qui est en train d'être construit, ce qui ne l'est pas, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande question, c'est le diffus. C'est par le diffus que la zone dense a changé, et c'est dans le diffus qu'on va pouvoir peut-être trouver cette compatibilité entre production et sobriété. Et puis, pour terminer très vite sur la troisième question, c'est la question plutôt économique ou des grandes fonctions métropolitaines. Je disais tout à l'heure, et je trouve que là aussi la vallée scientifique de la Bièvre est en première ligne, il y a 10-15 ans, quand on pensait fonction métropolitaine, on pensait tout de suite la question de la ville-monde, la ville globale. Et l'enjeu, c'était un peu cet enjeu vertical
le global et le local. C'est comment articuler le global et le local, comment faire atterrir les grandes fonctions métropolitaines internationales sur les territoires locaux. Et le fameux concept repris par Christian Blanc des clusters du Grand Paris était emblématique de cette façon de penser les fonctions métropolitaines. Bon, les clusters ne se sont pas faits, à part Saclay. Mais par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les intentions politiques ont complètement changé. C'est-à-dire, on est en train de basculer, regardez le SCOT métropolitain, regardez surtout le SDRIF. Le SDRIF qui nous dit souveraineté productive, qui nous dit souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que la question qui est posée aujourd'hui, c'est plus dans les fonctions métropolitaines, dans l'économie, dans la recherche, etc. C'est plus simplement le rapport entre le global et le local. C'est comment organiser, je dirais de manière beaucoup plus horizontale, entre les territoires, la souveraineté, ou aller tendre vers la souveraineté économique et productive de l'Île-de-France. Je vous prends juste un exemple, pas ici, mais la vallée de la Seine. Souvenez-vous, quand Christian Blanc et Nicolas Sarkozy ont parlé de la vallée de la Seine dans le projet du Grand Paris, en réalité, c'était le Havre qui les intéressait, et le Havre comme port de Paris, parce qu'il fallait conforter la place de Paris dans le monde. Aujourd'hui, les projets sur la vallée de la Seine sont en train de bien avancer, portés notamment par la MGP, mais qu'est-ce qui est en train d'avancer? C'est plus du tout la question du port de Havre, c'est la question de la décarbonation de l'économie productive sur la vallée de la Seine entre Paris et Rouen. C'est-à-dire qu'avec le même appellation vallée de la Seine, on est en train de faire complètement autre chose. Et c'est complètement autre chose, c'est l'horizontalité, c'est l'interterritorialité. Et je terminerai là-dessus parce que du coup, on voit bien que finalement, même ici, le Cancer Campus, etc., c'est pas la même chose, me semble-t-il, que ce qu'on ne pouvait dire il y a 10 ou 20 ans. C'est-à-dire, on est beaucoup plus sur cette question de l'organisation des fonctions productives. Et du coup, cette organisation des fonctions productives, elle pose une question de chaîne de valeur, de ce que j'appelle l'horizontalité. Et du coup, je dirais que finalement, c'est un nouvel âge de ce qui a été inventé il y a 25 ans. C'est-à-dire que la chance de ce territoire, c'est d'avoir un dispositif comme la vallée scientifique de la Bièvre, c'est un dispositif interterritorial qui était précurseur il y a 30 ans, mais qui l'est encore plus aujourd'hui face aux défis que je viens d'évoquer.